Euh, Bah voilà, moi je vais essayer de tenir dans les 10 minutes imparties, ça va être un petit peu compliqué. Mais je vais parler un petit peu de tout ce qui est à côté du serious game et tout ce qui va faire que un serious game va éventuellement mieux fonctionner qu'un autre. Parce qu'une fois qu'on a le serious game, il y a plein de choses qui tournent autour du serious game. Donc autour du serious game, on va trouver forcément tout ce qui est connexion vers les différents réseaux, que ce soit Internet, que ce soit des intranets, etc. Mais le serious game est aussi quelque chose qui ne doit pas tomber en panne. Alors il ne doit pas tomber en panne, oui, l'application en elle-même ne va pas tomber en panne, mais s'il est diffusé au travers d'un réseau, au travers des réseaux sociaux, ça ne doit pas tomber en panne parce qu'il y a une question d'image derrière, que le serious game soit public ou pas. C'est un outil de formation, donc à partir de là, il faudrait prévoir et envisager la possibilité d'avoir un encadrement pédagogique par rapport au serious game. À partir du moment où on veut pouvoir faire un suivi et voir un petit peu comment fonctionne le serious game, il faut pouvoir suivre les gens. Qui dit suivre les gens dit avoir une authentification, dit avoir des statistiques, dit avoir une certaine notion de sécurité aussi. Alors, si le serious game ou le contenu il est public, ça serait pas mal à l'heure actuelle de pouvoir l'intégrer sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, etc. Ce sont des médias qui permettent d'attirer des gens et peut-être de simplifier la vie des utilisateurs aussi, en allant les chercher là où ils sont. Après, le serious game va certainement être alimenté par un certain nombre de bases de données de votre client, mais le client qui achète un serious game, il va être tenté de récupérer un maximum de données sur ce serious game, ne fût-ce que pour des raisons, si le serious game est plus dans une optique advert game publicitaire, de récupérer des informations à des fins de marketing, mais ça peut être aussi un serious game pour mesurer l'efficacité des gens, des statistiques, etc. Donc il y a pas mal d'interactions avec des bases de données qui peuvent être prévues. Et puis le serious game, inévitablement, c'est un certain coût. Donc qui dit coût, dit qu'on on attend quelque chose. Alors, j'ai remis sur ce slide quelques enjeux du serious game en général. Il y en a plein, j'ai pris ceux qui m'intéressaient dans le cadre de la présentation ici, mais le serious game, ça a inévitablement un coût. On a parlé tout à l'heure de 80 000 euros, si je me souviens bien, dans la présentation suite à l'étude du FEFOR. 80 000 euros pour qui que ce soit une grosse boîte, une petite, un institut public, etc. C'est un coût. Donc, si le service public ou le client veut renouveler l'expérience avec un autre serious game, il faut qu'il puisse démontrer que ce serious game a bien marché. Et donc ça implique que dès le début du développement du serious game, et particulièrement lors de sa mise en place, on ajoute dans cet outil un certain nombre d'indicateurs qui nous permettent de mesurer l'efficacité du jeu, de vérifier s'il y a des gens qui sont allés dessus, et donc de récupérer des statistiques. C'est aussi intéressant dès le début de prévoir dans le jeu de récupérer des statistiques sur les manières de faire évoluer le jeu dans le futur. Alors si on prend un exemple trivial, si le jeu est constitué de quiz par exemple, savoir le score final de tous les utilisateurs, c'est très bien. Maintenant, connaître les questions que les gens ont le plus ratées et éventuellement avec quelles réponses, c'est aussi une très très bonne manière de pouvoir faire évoluer le jeu ou le contenu très facilement par la suite. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, y a des objectifs de formation, donc ça implique qu'on puisse avoir des indicateurs par rapport à cette formation, de voir si elle se passe bien, et de pouvoir les accompagner, et puis de pouvoir relancer les gens. Je pense que dans le cadre d'une formation, il n'y a rien de pire que la personne qui abandonne parce qu'elle n'arrive pas à avancer dans le jeu. Comment est-ce qu'on peut revenir vers cette personne, vu qu'on est quand même dans un objectif qui est à but pédagogique. Le serious game a un but d'image et de communication. Donc, je vais pas avancer trop là-dessus parce que je pense que les suivants vont un peu en parler d'après le programme que j'ai vu. Mais trop souvent, le serious game est mis sur Internet comme une application Flash, Unity ou autre, très faiblement référencée, éventuellement intégrée à l'un ou l'autre réseau social. Mais quid après? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait si le jeu tombe en panne? Qu'est-ce qu'on fait si le jeu marche trop bien et que les utilisateurs se connectent dessus et puis tout à coup qu'il ne fonctionne plus? Comment est-ce qu'on peut réagir par rapport à ça? Donc ça, c'est un petit peu un tas de questions. Et je vais revenir après là-dessus, mais il y a plusieurs aussi manières de diffuser un serious game. Alors la manière la plus connue, c'est l'Internet. C'est
pour le grand public, mais on va pouvoir aussi retrouver des serious games qui ont été diffusés dans des intranets parce que c'était diffusé pour une société et que ça contient des données confidentielles. Mais il y a aussi le support physique. Alors le support physique, j'ai explicitement pris le schéma de la bande pour faire un peu rétro, mais on pourrait imaginer distribuer des consoles avec le jeu intégré, des tablettes, ça pourrait être du QR, ça pourrait être des diffusions avec des retours de statistiques par SMS, etc. Il y a énormément de manières de diffuser un serious game, et bien que le serious game soit a priori numérique, on peut avoir une diffusion physique qui peut être intéressante aussi pour amener des gens vers le jeu. Alors maintenant que j'ai un petit peu ouvert des différentes questions, je vais prendre quelques exemples concrets sur lesquels notre société est intervenue. C'est des exemples qui ont été faits par des studios qui sont présents ici. Alors, je ne sais pas si j'aurai le temps de tous les faire, mais on va voir. Donc j'ai pris des exemples de contenus, de jeux qui sont particulièrement différents et particulièrement spécifiques entre eux. Dans le cadre de toute la partie de diffusion et statistique, etc., pour montrer un petit peu l'éventail des possibilités qu'on peut avoir. Alors le premier projet, c'est un projet qui a été fait avec le CCP. Comme je ne sais pas trop si je peux citer le nom du projet ou le nom du client, vous irez les voir, ils ont un stand, donc vous irez leur demander les informations par la suite. Donc c'est un jeu de sensibilisation qui a été fait dans une grande boîte pharmaceutique. Alors les boîtes pharmaceutiques, elles ont un problème, besoin, c'est que c'est une grosse société, donc toute l'informatique est hyper rigide, sous-traité dans des pays lointains. On n'a pas beaucoup de leviers et par ailleurs la formation est assez importante parce qu'il y a des audits et ces entreprises ont besoin de prouver qu'un certain nombre de personnes ont effectivement bien répondu à une formation. Or ici, on avait un besoin de déployer un contenu qui était fun, qui était du serious game, avec de la gamification, etc. Et donc, il y a eu le besoin à la fois de diffuser le jeu sur une vieille plateforme e-learning qui travaille avec le format ICC, pour ceux qui connaissent encore, et donc de remonter les informations de tracking via ce format pour que ça rentre dans les différents audits, mais à la fois de rajouter des serveurs de l'autre côté qui vont pouvoir récupérer toute l'authentification qui vient de la couche AICC et de capitaliser là-dessus pour rajouter de la gamification. On parle de score, d'indices et de communication, etc., qui ne sont normalement pas possibles en AICC. Un autre exemple, c'est le projet Cap Odyssey, que vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est un projet grand public qui a été développé par KTM Advance. Ce jeu est donc à vocation de tous les Européens, donc on a besoin d'avoir une structure qui permet de gérer peut-être des millions de joueurs en un mois. Et donc, comme on s'adresse à tout le monde, le jeu est fortement intégré avec Facebook, avec bien sûr du Facebook Connect, mais aussi la possibilité de faire des interactions Facebook in-game, c'est-à-dire que je suis au niveau 3, j'ai envie de partager le fait que je suis dans le niveau 3, je peux. Et on a fortement intégré Google Analytics, c'est-à-dire que là où Google Analytics, ça marche très bien sur un site, sur la plupart des jeux, ça ne marche pas très bien parce que le jeu est vu comme une seule page, comme une seule application. Ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a intégré Google Analytics où on va pouvoir retrouver dans cet outil, voilà, il y a autant de personnes qui sont allées jusqu'à tel niveau, qui ont passé autant de temps dans le niveau, etc., pour récupérer un maximum de statistiques. L'ensemble a été développé avec des technologies Big Data, donc ce sont les mêmes technologies que ce que Facebook utilise pour pouvoir maintenir la charge et pouvoir permettre un déploiement vers des technologies type cloud, etc. J'en fais un dernier parce qu'à mon avis, je suis au bout. Alors le projet TamTam est un projet qui a été développé aussi par KTM Advance, qui est un projet qui a été fait pour Bayer. Bayer avait une problématique de permettre aux gens, donc on est sur du social game, d'argumenter autour de sujets polémiques tels que êtes-vous pour ou contre les OGM, etc. Donc là, pour le coup, la société avait besoin que les employés puissent librement dire ce qu'ils pensent, mais il était hors de question que l'extérieur sache que, par exemple, les employés de Bayer sont pour ou contre les OGM, parce que là, on a un gros problème d'image. Donc, on avait un gros besoin de sécurité par rapport à ce projet, mais on avait aussi besoin que les gens ne soient pas identifiables. Donc, quelqu'un qui est employé de chez Bayer a envie de dire qu'il n'aime pas les OGM. Bayer n'a pas envie de savoir qui c'est, pour permettre aux gens de pouvoir évoluer là-dessus.
Et donc on a mis en place toute une infrastructure par rapport à ça. Par ailleurs, comme on est sur du social game, on a mis en place quelque chose qui permet de la communication temps réel entre les joueurs pour que quand quelqu'un argumente sur un sujet, si quelqu'un argumente sur le même sujet, eh bien je suis notifié avec des systèmes de points, etc. Et par ailleurs, comme on est sur du social game, on a un besoin de modération, puisque les gens vont pouvoir poster du texte, interagir entre eux. Si on veut pouvoir animer ça, si on veut que ça marche, il y a un besoin de modération, et donc il y a un back-office à développer qui doit être plus ou moins performant pour avancer. J'en ai encore un, j'ai encore un peu le temps ? Allez, un dernier. Le dernier projet, c'est un projet qui a été diffusé chez Astrium. Astrium, c'est EADS, c'est un site militaire français situé à Toulouse. C'est eux qui s'occupent de tout ce qui est Ariane, les satellites, accessoirement les missiles nucléaires et ce genre de choses. Donc on est sur un environnement très très sécurisé, où par ailleurs on a besoin de savoir qui fait les formations et comment. On est sur des formations pour les nouveaux arrivants, donc il faut que les nouveaux arrivants reçoivent une invitation à faire cette formation et qu'on puisse voir qui l'a fait. Mais il a fallu s'intégrer à un système RH militaire pour que les gens puissent récupérer le même mot de passe qu'ils ont l'habitude d'utiliser, pour ne pas que... on est sur des gens pour qui la formation à la base, c'est pas quelque chose de très fun, donc il faut leur faciliter la vie le plus possible, et on est sur quelque chose, sur un système qui ne peut pas tomber en panne, malgré le fait que le serveur est situé à Toulouse, et que donc s'il y a un gros souci, la seule manière d'intervenir, c'est de prendre l'avion. Et donc voilà, ce sont différents exemples de projets qui sont voulus être diamétralement opposés pour voir un petit peu, une fois qu'on a un serious game, finalement, il faut encore un peu se poser la question de où on va, à qui on l'adresse, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que le jeu soit le mieux diffusé auprès du public qu'on avait cité. Voilà. Merci Arnaud. On a peut-être le temps pour une question par rapport aux enjeux qui ont été évoqués. Est-ce qu'on a une question de la salle ? Oui. Bonjour. Si votre réponse pouvait ne pas être trop technique, mais je suis intéressé par l'authentification aussi laxiste que possible, puisqu'on sait que pour que quelqu'un exprime son avis, l'anonymat notamment en termes de formation, c'est une motivation, et une crainte d'être identifié en est l'autre. Comment est-ce que vous répondez à ça ? Mais déjà, il y a des problématiques de suivi qui peuvent être assez importantes avec tout ce qui est serious game et e-learning, puisque particulièrement en France, il y a des contraintes par rapport aux syndicats qui doivent être notifiés de chaque donnée de suivi qui doit être fait. Je pense qu'il n'y a pas malheureusement, il n'y a pas de réponse toute faite. Il faut voir au cas par cas, suivant les projets, ce qu'on peut garder et comment. Maintenant, en ayant une certaine maîtrise de la plateforme de diffusion, on est capable de faire un peu tout et n'importe quoi par rapport à ce qu'on garde comme indicateur et ce qu'on ne garde pas. On a déjà diffusé des outils de e-learning ou serious game où le premier accès se faisait sur base d'un espèce de code comme on a dans les hôtels. Qui permet par exemple une manière de diffuser le code sans pouvoir savoir qui est réellement derrière l'outil. Dans certaines sociétés, on travaille avec des données qui ne permettent pas à tout un chacun de retrouver l'identité de la personne. Par exemple, des numéros d'employés. Dans certaines sociétés, c'est une donnée qui est pas tout à fait confidentielle, mais personne dans la société n'est capable de refaire le matching entre l'employé numéro 3 et la tête. Mais par contre, l'employé numéro 3, c'est très bien qu'il est l'employé numéro 3. Et donc, c'est une manière aussi d'identifier les personnes et de récupérer des données. Tout ça doit vraiment être vu au cas par cas, parce que c'est très, très politique. Donc, mais il n'y a pas de solution miracle, mais en même temps, il y a des dizaines de solutions. Donc, c'est pas vraiment un problème. Et puis j'imagine qu'il y a une dimension à la fois technique et à gérer avec la société, avec le client, et puis une dimension éventuellement à être quand même très, très vigilant par rapport éventuellement aux règles vie privée avec les contrôles de privacy par les régulateurs. Généralement, quand on travaille avec une société et qu'on diffuse dans cette société un outil type Serious Game e-learning, on va s'intégrer avec le SI de cette société, d'une manière ou d'une autre. Alors ça peut être une intégration avec des fichiers plats qui sont échangés à gauche à droite, ça peut être des intégrations temps réel, etc. Mais chaque fois qu'on va mettre en place ces intégrations, toutes ces questions-là vont se poser.
puisque déjà il y a la problématique de la société qui va éventuellement ou pas céder une partie de ses fichiers, même par manière automatisée, à un prestataire externe. C'est pas toujours évident. Et puis en même temps, la société parfois aime bien ne pas avoir ces données chez elle, parce que comme ça, elle peut dire, voilà, c'est votre système. C'est vrai que votre système a besoin de savoir qui a effectivement complété le quiz Intel et qui a fait tel score, etc. Arrangez-vous juste pour qu'en interne, je ne puisse pas les récupérer, et puis après, on signe un NDA, et c'est parfois moins problématique de cette manière-là que d'avoir un service informatique dans la société elle-même qui a accès à toutes les données. Mais de nouveau, c'est très politique, et c'est à voir au cas par cas.